j'expliquais à nos intervenants en arrivant, il y a quelques embouteillages sur la métropole. Donc on va commencer et puis les personnes inscrites arriveront au fur et à mesure. Merci en tout cas les uns et les autres de vous être inscrits à cette conférence et merci à nos intervenants d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et à l'invitation de la FONCSI, qui est la fondation de l'Institut pour la sécurité industrielle. Conférence qui a pour intitulé donc risque industriel et participation citoyenne avec un regard international. Il nous apparaissait important au regard des enjeux qui sont le nôtre sur le territoire de la métropole de pouvoir aussi faire un focus en dehors de notre territoire métropolitain puisqu'on a des enjeux forts et des sollicitations fortes aussi de citoyens qui sont notamment constitués en association. Et ça nous apparaissait important de pouvoir aussi avoir un focus un petit peu plus large sur ce qui se fait et ce qui se passe ailleurs. Et notre conférence, elle s'inscrit aussi dans le cadre des journées de la culture du risque que la métropole a voulu instaurer cette année et qui sont labellisées, nos journées de la culture du risque, par l'État dans le cadre du dispositif Tous résilients face au risque. Donc on a eu depuis hier un certain nombre d'ateliers, d'animations à destination du grand public, à destination aussi du scolaire pour montrer et inviter les habitants et notamment le public jeune, puisque tous ces ateliers ont une vocation ludique et pédagogique de se préparer, de s'informer pour faire face au risque, alors au risque industriel bien évidemment, mais au risque naturel puisque le territoire métropolitain est aussi concerné par cette question. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, peut-être vous présenter nos intervenants. Donc Corinne Gendron, qui est sociologue à l'Université du Québec à Montréal, Paolo Crivellari, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse, Christian Delvozal, qui est professeur de génie des procédés chimiques et biochimiques à l'Université de Mons en Belgique, et Yves Blin, qui est ancien président d'Amaris, l'association pour la maîtrise des risques industriels dont la métropole est adhérente, et qui est ancien maire de Fezin et qui était député du Rhône jusqu'en juin 2022. Et cette table ronde, elle sera animée par Pierre Touloat, qui est géologue et géochimiste et président de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je vais vous laisser le micro et puis on est parti pour une heure et demie d'échange tous ensemble. Merci beaucoup Madame Goujon. Alors je précise que je suis président non pas de l'ANDRA mais du conseil scientifique de l'ANDRA. Et par ailleurs j'ai eu quand même un parcours sur les risques, que ce soit les risques industriels majeurs, les risques chimiques, mais aussi les risques naturels, ayant été directeur scientifique de l'INRIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et puis du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est aussi présent ici sur la métropole pour les risques naturels notamment. Donc je baigne dans les risques, leur prévention, leur analyse depuis un certain temps. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde et je remercie René Amalberti, donc le directeur de la FONCSI, et Caroline Camaté pour m'avoir invité. Et je remercie bien sûr aussi mes collègues et amis, et puis Yves Blin, pour leur témoignage sur l'implication de la société civile dans la question des risques, notamment des risques majeurs. Et j'ai proposé de dérouler finalement nos échanges en 3 phases. Alors ça paraît un petit peu soit brutal, soit très pragmatique, mais qu'est-ce qu'on fait avant ? C'est-à-dire finalement la prévention, l'anticipation des situations accidentelles, comment est-ce qu'on peut mobiliser le grand public, que ce soit l'informer, le former, récupérer les idées et les contributions du public. Et donc l'idée, c'est de voir au Canada, en Italie, puisque Paolo Crivellari, même s'il est à Toulouse, connaît bien sûr très bien la situation italienne, en Belgique, avec l'expérience de Christian, qui certes est professeur d'université, spécialiste en génie des procédés et risques, mais est aussi très très impliqué dans la gestion de l'urgence et du risque et conseille les pouvoirs publics en Belgique. Et enfin Yves Blin, par son expérience de maire d'une commune
ô combien emblématique pour le risque industriel, mais aussi d'élus, de décideurs bien, en prise ou au contact de ces élus, des citoyens, que ce soit de Feyzin ou des agglomérations du couloir de la chimie, même de la métropole, puisque l'ensemble de la métropole de Lyon peut être exposé à ces risques. Donc l'idée, témoigner un petit peu, peut-être des bonnes idées, des expériences, et puis parfois des désastres qu'il faudrait éviter, mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu positif pour capitaliser un peu les expériences, les différences liées aux cultures ou aux manières de fonctionner des différents pays, et voir ce qu'on pourrait apporter au débat et imaginer ici sur la métropole de Rouen ou bien plus globalement en France. Bien sûr, le deuxième temps, c'est la crise. Qu'est-ce qui se passe en temps de crise? Comment est-ce que la société civile est impliquée, réagit, puisqu'on aura parlé un petit peu de la préparation à la crise, mais alors, le rôle des exercices aussi, comment c'est vécu, et puis les retours d'expérience sur un certain nombre d'entre vous, dans le panel qui ont vécu des crises industrielles. Bon, moi-même, j'étais encore à l'INERIS quand il y a eu Lubrizol 1 en 2013, vous en rappelez tous. J'étais au BRGM quand il y a eu Lubrizol 2 en septembre 2019. Donc j'en entendais parler aussi et j'ai vu toutes les choses se passer. Et enfin, donc, on parlera un peu de la post-crise, parce que c'est aussi un temps relativement important et qui, compte tenu de la sensibilité du public, du grand public, qui est peut-être un petit peu différente entre le risque accidentel et le risque chronique. Le dernier événement Lubrizol, ce qui m'est apparu, ce qui a le plus inquiété les riverains, la population, c'est plutôt les suies, les éventuels produits chimiques qui étaient dégagés lors de cet incendie, quelles étaient les conséquences sanitaires et environnementales. Est-ce que va être empoisonné ou pas? Et donc se mélange bien sûr sur un gros accident industriel l'ensemble de ces effets potentiels. Mais le grand public est sur le long terme peut-être plus sensible aux risques sanitaires, aux risques chroniques. Bien sûr, il est touché par les phénomènes dangereux et leurs conséquences, mais peut-être que la mémoire s'atténue. Donc je pense qu'il y a des points intéressants pour regarder un petit peu ces différents aspects, ces différentes perceptions et la manière dont le public, les riverains ou la société civile s'investit que ce soit dans la prévention, dans la gestion de ces risques. Donc on va essayer d'explorer un petit peu les expériences et le vécu de chacun de nos interlocuteurs à travers ces trois phases. Donc on va commencer par Paolo Crivellari. Paolo, sur la préparation, la prévention des risques majeurs, qu'est-ce que vous avez pu apprendre ou noter à la fois d'original, d'intéressant en Italie que l'on pourrait transférer ici? Et puis si jamais vous avez été témoin soit de comportements, soit de fonctionnements délétères ou néfastes, n'oubliez bien sûr pas de nous en parler, c'est toujours extrêmement instructif. Mais l'idée, c'est pas que vous nous refassiez une présentation détaillée de la manière dont ça fonctionne, dont l'administration et ses relations avec à la fois les industriels et le public fonctionnent, mais c'est vraiment l'implication du corps social. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter sur ce sujet? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord la Fonction Elixi pour avoir proposé mon nom pour participer à cette table ronde et à la métropole de Rouen pour avoir accepté la proposition. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question concernant la prévention sur un cas particulier, celui de l'Italie, et à partir d'une discipline 5 minutes, particulière. C'est assez drastique. Mais... Sans doute. À partir d'une discipline particulière qui est la sociologie. Alors, en Italie, ce qu'on peut observer d'un point de vue de la sociologie concernant la prévention du risque industriel d'accident majeur,
c'est qu'il y a deux paradoxes. Le premier, c'est que globalement, même si l'Italie a vécu l'accident de Seveso en 1976, il n'y a pas eu un dispositif de cadrage au niveau national concernant l'information et la communication aux citoyens. Donc il n'y a pas l'équivalent en Italie de ce qu'en France sont les clics avant et les comités de suivi de site depuis une dizaine d'années. Le deuxième paradoxe, c'est qu'il y a plusieurs initiatives concernant la prévention au niveau local. Certaines de ces initiatives sont à la pointe de la technologie, sont innovantes, n'ont pas d'équivalent en Europe, mais sont méconnues non seulement en Europe, mais en Italie aussi, en dehors des sites où ces initiatives ont été concrétisées. Ces deux paradoxes... Est-ce que, Paolo, vous pourriez nous expliciter un exemple de ces innovations avec soit un caractère technologique, soit un caractère fonctionnel? Oui, absolument. Je vais expliciter un exemple qui fait converger les deux aspects. Cet exemple s'appelle SIMAGE, qui est l'acronyme en Italie et en italien pour le système intégré pour le monitoring environnemental et la gestion de l'urgence, qui a été concrétisé dans la région de la Vénétie, dans la commune de Venise, sur le site pétrochimique de Porto Marghera. Il s'agit d'un dispositif technologique innovant qui concrétise en même temps une innovation de service qui n'a pas de précédent, qui n'a pas d'équivalent en fait en Italie et partout ailleurs en Europe, selon les observateurs, et qui est assez particulier puisqu'il cumule trois phases qui souvent sont gardées distinctes de la prévention et de la gestion de l'urgence. Donc du coup, il y a le monitoring environnemental des substances polluantes dans l'air qui mesure en temps réel 24 heures sur 24 l'émission dans l'air de substances toxiques. La deuxième phase, celle de l'analyse des données avec une salle ad hoc où il y a du personnel spécialisé qui analyse les données du monitoring sur place. Et la troisième phase est celle de la gestion de l'urgence. C'est un dispositif donc qui est assez innovant d'un point de vue technologique. Les questions sont un petit peu techniques. En fait, il y a un émetteur, un récepteur d'un rayon laser qui aide à mesurer les substances polluantes. Les données sont transférées à une salle, la salle de SIMAGE, et en cas de dépassement de seuil, il y a l'alerte qui est donnée et la gestion de l'urgence. Et il y a beaucoup de personnes dans la gouvernance des risques et beaucoup d'organisations qui sont là pour gérer l'urgence. De tout cela... Est-ce que le public a accès à ces données ? Donc du coup, la vraie question est, est-ce que dans la phase de conception, développement et mise en œuvre, il y a la participation du public? Et la réponse est non, puisque les citoyens sont exclus des trois phases de conception, développement et de mise en œuvre, sauf pour une petite exception. J'y reviendrai quand on parlera plutôt de la gestion d'urgence, donc plus tard, pour ne pas monopoliser la parole indéfiniment. Et cela donc m'amène à dire que finalement, il y a un modèle qui est à plusieurs égards technocratique concernant la prévention du risque industriel en Italie, sur ce site en particulier, mais je pense qu'on peut généraliser et parler de la même manière de technocratie concernant d'autres sites. Non pas parce que les citoyens ne voudraient pas avoir accès à un certain nombre de dispositifs de concertation, mais parce que, comme j'ai dit, la concertation n'est pas cadrée, et parce qu'il y a toute une série de raisons politiques, institutionnelles, historiques aussi, qui font que les citoyens ne prennent pas la parole ou n'ont pas le même poids qu'on pourrait envisager dans d'autres pays. Les réseaux sociaux n'ont pas un petit peu changé la donne. Je sais que la détection, même déjà en 2013, du panache de Lubrizol, c'est-à-dire les fameuses émissions de Mercaptan, en fait, on pouvait les suivre sur Twitter avant même que ce soit détecté par les stations quasiment. C'est-à-dire que comme c'est un composé odorant qu'on peut sentir à très faible concentration, le traitement de Twitter a permis de suivre de manière extrêmement précise le
le développement du panache suite à Lubrizol 1. Et je pense que pour Lubrizol 2, ça s'est sans doute produit un peu de la même manière. Donc certaines nouvelles approches participatives, j'ai même vu des projets européens où le public était muni de capteurs chimiques qui étaient interconnectés et qui permettaient de décentraliser la mesure. Et ça, je sais que dans certains sites, ça a commencé à être mis en place. Et donc en Italie, c'est centralisé autour du site et il n'y a pas cette distribution de capteurs individuels. Alors, les capteurs individuels sont centralisés à l'intérieur du périmètre du site industriel donc de Porto Marghera. Et concernant la prévention, puisque c'était sur ça la question, en fait, mon idée, c'était surtout de véhiculer cette connaissance de l'Italie comme un pays où, dans la prévention, il n'y a pas un cadrage normatif qui est inclusif et donc, du coup, qui est plutôt exclusif. Et dans la prévention, donc du coup dans la conception, dans le développement de la prévention, les citoyens sont globalement exclus. Un autre discours, c'est une fois qu'il y a un accident, et donc du coup la communication peut être différente, y compris avec les réseaux sociaux. Ce serait intéressant de voir comment dans un pays anglo-saxon, même si le Canada n'est pas un pays anglo-saxon complètement, mais qui a des traditions culturelles quand même très proches des pays anglo-saxons, de pragmatisme et de décentralisation plus forte que dans des pays latins comme les nôtres. C'est intéressant que Corinne nous dise un petit peu ce qu'elle en pense, mais on y reviendra après. Merci Paolo. On va passer la parole à Christian Delvossal qui va nous expliquer un petit peu sur la partie amont comment ça se passe en Belgique et s'il a des expériences intéressantes et fructueuses à nous raconter. Merci Pierre Toulouat, merci aussi Fotsi, la métropole de Rouen, de nous donner l'occasion d'échanger. Alors, je voudrais d'abord faire un premier élément, c'est de dire que pour ce qui concerne les risques majeurs, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive Seveso, même si ce n'est pas son vrai nom, qui prévoit clairement la participation du public, même si je pense que dans la plupart des pays, ça ne se fait peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer. Donc c'est effectivement prévu. Et c'est prévu à plusieurs niveaux. Et c'est prévu, on est dans ce qui précède et ce qui est avant les crises, c'est prévu dans déjà l'aménagement du territoire, qui est le premier élément dans lequel le public est en principe concerné et consulté. C'est-à-dire qu'avant d'initier une activité ou de modifier une activité, il y a effectivement une problématique d'aménagement du territoire. Est-il raisonnable de laisser se développer cette activité? Est-il raisonnable de permettre d'urbaniser à tel ou tel endroit à une certaine distance par rapport? Donc, effectivement, alors je pense que dans tous les pays européens, il y a des formes d'enquête qui existent au moment du développement d'une activité ou d'une modification, ou en cours de route d'ailleurs. Alors en Belgique, ça existe effectivement, c'est ce qu'on appelle le permis environnement, qui est, on le sent, déjà plus branché environnement au départ que risque majeur. Mais enfin, c'est par ce biais-là souvent que ça va se dessiner. Et puis, il y a effectivement tout l'aspect de la vie quotidienne de ces sites industriels à risque. Et on a parlé ici en France des comités de suivi. Bon, c'est beaucoup moins formalisé en Belgique, et je parlerai particulièrement de la région wallonne que je connais bien. Mais il y a effectivement ce qu'on appelle des comités d'accompagnement qui sont liés au permis d'environnement et qui sont mis sur pied sur décision des autorités lorsqu'il y a autorisation d'une activité industrielle. C'est pas systématique, ça dépend. Et ces comités aussi sont des comités dans lesquels il y a des échanges sur la problématique des risques avec les industriels, avec le pouvoir politique et avec les riverains. Il faut savoir que ça fonctionne plus ou moins, ça dépend des endroits. Alors près de Mons, là où je donne cours et où j'habite, il y a un site industriel où il y a effectivement un zoning avec un comité d'accompagnement qui est relativement actif, qui fonctionne bien, qui fonctionne en termes effectivement d'aménagement du territoire et de problématiques de gestion de l'espace public aussi, en termes de
problèmes liés à la pollution éventuelle et en termes de risque. Et là, on ne peut pas parler de ce qu'il y a avant sans parler de ce qu'il y aura pendant la phase, puisqu'effectivement, il faut informer le public sur les modes d'alerte ou sur les modes de fonctionnement en situation de crise. Et donc là aussi, de mon point de vue, la participation du public, elle est essentielle quelque part, parce que si on veut avoir une façon de fonctionner et d'agir en moment de crise, il faut que ça soit effectivement préparé et que ça soit préparé avec ceux qui vont être aux premières loges, si je peux ainsi parler. Alors, bon, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui sont un peu comme ça, finalement, un peu assis entre deux chaises, avec une directive européenne qui est relativement contraignante quelque part, et puis leur application qui est beaucoup moins évidente, notamment aussi en termes d'information du public sur les types de risques qui sont disons, liés aux activités industrielles. Alors, qu'est-ce qui fait, Christian, que le public va se mobiliser plus précisément sur un site, sur une installation? Est-ce que tu as constaté soit une mobilisation plus forte, soit au contraire des tendances un petit peu générales? Je pense que c'est généralement lié à l'histoire et au fait qu'il y a eu des soucis. Éventuellement mineurs, on parle de problèmes d'odeur, de problèmes de bruit, qui vont peut-être effectivement conduire à une réaction citoyenne et à une participation citoyenne. L'expérience montre que c'est quelque chose qui éventuellement s'estompe dans le temps et que on peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas, et en tout cas en Belgique et en région wallonne c'est le cas, d'associations, disons, plus transversales de citoyens qui jouent un petit peu ce rôle de catalyseur par rapport à ça. Alors, je dirais que c'est vraiment chaque fois, à mon avis, en tout cas je connais 3-4 comités d'accompagnement, c'est un peu chaque fois du cas particulier et c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il y a un comité d'accompagnement qui se trouve près d'un zoning, le zoning de Feluy, qui n'est pas très loin de Mons, non plus qu'un gros zoning industriel, qui a été mis sur pied au départ par les industriels eux-mêmes, qui ont voulu avoir cette démarche il y a plus de 25 ans. Ce comité, depuis presque 2 ans, ne fonctionne plus parce qu'il y a des conflits entre le pouvoir politique, entre l'administration et entre les riverains. Donc voilà. Donc c'est clair que les exploitants des sites ont un rôle majeur à jouer, mais aussi où il est clair que ça fonctionne, que les exploitants des sites ont un rôle très important à jouer, mais aussi les élus. Et donc, ça tombe bien, Yves Blin, qui a été élu pendant longtemps de cette commune de Fézin, et à la fois maire et aussi député, va peut-être nous parler un peu de son expérience d'interaction avec sa population de Fézin et des environs. Oui, avec plaisir. Bonjour Charlotte Goujon, ça fait plaisir de vous retrouver à Rouen. Alors, je vais vraiment, moi, vous parler de mon expérience d'élu local. J'ai été élu en 2001, j'y connaissais absolument rien. On est élu parce qu'on s'est présenté, mais je m'y attendais pas vraiment, à vrai dire. Hein. Donc bon, et quand on se retrouve comme ça à la tête d'une commune avec une raffinerie importante, on prend assez vite quand même la mesure du sujet. J'avais une vingtaine d'années de moins, donc l'envie de faire des choses et tout ça. Je mets en place des conseils de quartier. Mes premiers conseils de quartier, les gens, ils ne parlaient que de la raffinerie. Je me suis dit, non mais là, on ne va pas y arriver, quoi. Impossible de leur faire parler d'autres choses. L'urbanisme, le logement, etc. Donc, on a commencé avec mon équipe municipale à se dire, bon, il y a un sujet là qu'il faut qu'on trouve le moyen qui doit s'exprimer autrement pour qu'on puisse parler d'autres choses, quoi. L'accident d'AZF venait de se produire, se mettaient en place les commissions de suivi de site. Ça ne s'appelait pas comme ça à cette époque d'ailleurs. Je me dis, tiens, ça va peut-être être un moyen pour les habitants de venir s'exprimer. Donc, commission de suivi de site, la première réunion, le préfet, la gendarmerie, les pompiers,
les dirigeants de l'entreprise, les représentants syndicaux, les élus, une trentaine de personnes et 2 habitants, dont j'avais proposé le nom. Inutile de vous dire que bon, c'est quand même un peu impressionnant, quoi. Donc, bon, je me suis dit non, ça va pas le faire non plus. Et pour vous dire, je ne suis absolument pas persuadé que les dispositifs réglementaires répondent en général aux problèmes de concertation et d'animation de la discussion et des échanges avec une population sur la question des risques, comme sur d'ailleurs beaucoup d'autres, parce que c'est réglementaire, quoi. Et ça assèche un peu quand même les choses, parce que ça les codifie beaucoup, parce que ça les rigidifie. Et donc, on en est venu à inventer, je vais en dire quelques mots, le concept de conférence riveraine. Conférence, non pas au sens où on expose, mais où on se réunit pour résoudre des sujets. Conférence riveraine qui, alors Faisin, c'est 9000 habitants, quartier qui borde la raffinerie, 3000. On a donc identifié des îlots qui sociologiquement étaient distincts, du pâté de maison, de logement social, habitat horizontal, etc. On a suscité des candidatures de gens en disant, écoutez, comme c'est un sujet qui revient beaucoup, est-ce que ça vous intéresse de venir en parler ? Une 50aine d'habitants volontaires, un règlement de fonctionnement en accord avec l'industriel dans lequel il s'engage, lui, à participer aux travaux au plus haut niveau, c'est-à-dire par le directeur du site. Et chaque fois qu'il change de directeur de site, on lui fait signer l'engagement. Le maire, même chose, même obligation. Et cette conférence se réunit 4 fois par an. C'est là aussi réglementaire, connu par les personnes qui sont volontaires pour y participer et qui s'engagent pour 3 ans. Et qu'est-ce qu'elle produit, pardon ? Et elle produit, elle produit déjà de la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier avec voilà, qu'est-ce que le bruit, les odeurs, tout ce qui concerne. Ça permet déjà de lever, je dirais, tous les mystères qui entourent une usine de ce type-là, parce qu'en général, c'est pas des usines très fréquentables, c'est compliqué d'y accéder, il y a des grands murs. On a vu pas ce qui se passe, un panache inhabituel voilà. tel jour, est-ce que c'est grave ou pas, etc. Et on ne sait pas ce qui se passe derrière, parce que la stratégie des industriels, j'imagine que c'est partout pareil, hein, a été d'externaliser toutes les fonctions subalternes, ce qui fait que le personnel qui travaille dans l'usine, souvent, c'est quand même le personnel, beaucoup technicien, cadre, dont le lieu de résidence n'est pas forcément à l'immédiat de l'entreprise. Hein. C'est quand même souvent des zones urbaines qui sont un peu dépréciées et où on trouve des populations qui ont moins de moyens. Donc c'est un élément à prendre en compte, parce que cette espèce de dialogue qui se faisait naturellement quand le personnel habitait sur place, selon moi, se fait plus. Donc ça permet de causer de tous les événements, je dirais, qui marquent la vie de l'entreprise. Ça permet à la population de les comprendre. La conférence riveraine a un budget propre qui est assuré moitié par l'industriel, moitié par la collectivité, pour qu'il n'y ait pas de lien de dépendance à l'un ou à l'autre, qui lui permet d'avoir son animateur, de façon à ce que les débats ne soient pas animés par une des parties prenantes, mais par un tiers extérieur, qui prépare les ordres du jour en lien avec les parties prenantes. Ce budget permet de contre-expertiser des points de vue, si les habitants sont pas satisfaits de ce que va leur dire l'industriel sur l'origine de tel problème, telle difficulté. Par exemple, on a eu des gros travaux sur les mesures de bruit. Souvent, les habitants ne croyaient pas ce que disait l'industriel. Il avait beau dire, mais attendez, j'ai mes trucs, mes machins, j'enregistre, ça vient pas de moi. Bah si, ça vient. Jusqu'au jour où on a fait un exercice d'évacuation, grandeur nature, le préfet a décidé de couper l'autoroute pour pouvoir permettre, etc. Et les riverains se sont dit, vous avez arrêté l'usine aussi ? Non, c'était juste en fait que l'arrêt du bruit de l'autoroute provoquait un tel silence que les riverains ne croyaient pas que l'usine avait continué de fonctionner, quoi. Et là, ils se sont rendus compte que finalement, en fait, le bruit qui les gênait le plus, c'était pas forcément celui de... Donc, vous voyez, des échanges comme ça qui permettent aussi de déconstruire
des idées. C'est dans ce cadre-là qu'on a préparé les plans d'évacuation, avec, je dirais, l'expertise d'usage des riverains. Il y avait bien effectivement des exercices sur la préparation à la crise, l'anticipation de la crise dans ces conférences riveraines. Oui, qui ont été faits à partir de ce noyau-là. Le budget permet aussi d'avoir une petite newsletter envoyée aux habitants, par les habitants de la conférence riveraine, qui rendent compte de leurs travaux. Et ils abordent y compris des sujets qui, des fois, sont un petit peu déroutants pour l'industriel, qui ne concernent pas forcément son site. C'est une raffinerie Total. Quand Total a annoncé la reconversion de sa raffinerie de la Mède en bioraffinerie, ils ont demandé à ce que ce soit inscrit à l'ordre du jour pour en parler. Ils voulaient savoir ce que c'était. Est-ce que la raffinerie qu'ils connaissent avait des perspectives d'évolution de ce type-là, donc des sujets qui ne sont pas forcément le sujet de la proximité immédiate de leurs préoccupations. La conférence riveraine a 15 ans de vie. J'ai appelé la maire de Fézin qui m'a succédé ce matin pour savoir. Je suis bien sûr son fonctionnement. Elle a encore 80% de taux de participation des habitants, 15 ans après, et de façon très, très régulière. Et ça a vraiment été... leur budget leur permet de se déplacer. Ils sont venus à Dunkerque, par exemple, voir comment les questions de proximité étaient traitées. Donc, c'est vraiment un outil d'animation, de vulgarisation, de connaissance réciproque. Ça a contribué à... Est-ce que ça a contribué à relaxer un peu la défiance qu'il peut y avoir a priori entre l'exploitant, l'industriel et la population? Considérablement. Considérablement, parce que ça oblige l'industriel à communiquer sur son site. Donc le fait qu'il soit présent en plus au plus haut niveau, et j'insiste là-dessus parce que souvent, mais les trucs de concertation, les industriels, ils ont un peu tendance à envoyer le chargé de com. Non, il faut que le patron qui est finalement responsable soit présent. Quand on respecte ses voisins, on se déplace soi-même. C'est des choses qui sont importantes et qui donnent du crédit. Merci Yves Blin pour ce témoignage. On y reviendra quand on va développer un peu les autres phases de la crise. Maintenant, on va entendre Corinne pour évoquer un petit peu l'approche nord-américaine. On dit que les Américains, les Canadiens sont des gens plus pragmatiques. Est-ce que c'est vrai dans ce domaine-là ? Est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est une expérience très intéressante là, qui vient d'être relatée, qui rejoint en fait plusieurs expériences que nous avons avec les comités de suivi et les comités de liaison, qui sont des comités mixtes industrie et municipalité. Mais je vais revenir en fait à la question qui était posée au départ sur l'amont. Pour rebondir sur ce qui a été mentionné, qu'il y a en fait deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est effectivement l'aménagement du territoire. Et le second, je vais en parler après, c'est l'évaluation environnementale. Donc ça, c'est vraiment les deux vecteurs à travers lesquels on va anticiper le risque et où les citoyens vont être amenés à participer. Donc tout d'abord, pour ce qui est de l'aménagement du territoire, dans les outils que nous avons, donc il faut savoir que l'aménagement du territoire, c'est de compétences provinciales parce que nous sommes un gouvernement fédéral, donc il y a des compétences fédérales et des compétences qui relèvent de la province. Donc tout ce qui est aménagement du territoire, c'est de compétences provinciales. Et donc l'aménagement du territoire relève des municipalités qui doivent déposer des projets de plan qui sont systématiquement soumis à la consultation publique et qui vont donner lieu donc à des grandes décisions d'aménagement du territoire. Maintenant, une fois qu'on a pris la décision de prévoir une zone industrielle, on ne sait pas encore nécessairement ce qui va venir s'implanter. Donc, ce n'est pas évident que parce qu'on a prévu une zone où il y aura des industries, que ce seront des industries qui pourraient présenter certains risques.
Donc il y a une norme au niveau fédéral cette fois qui existe, qui suggère certaines zones tampons, si vous voulez, pour s'assurer que les activités qui pourraient présenter des risques, surtout des risques de décès, respectent une certaine distance. Mais je vous le rappelle, comme l'aménagement du territoire est de juridiction provinciale et que cette norme est fédérale et que nous n'avons pas de règlement à l'échelle provinciale qui a, disons, incarné cette norme, ça reste quelque chose de suggéré. Bien que ce soit quand même suivi la plupart du temps, mais en l'absence de projet précis, donc si on est en amont, c'est une norme qui va rester un petit peu en surplomb. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a un vrai projet, alors là, on va enclencher, lorsque ce sont des projets qui peuvent susciter des risques, on va enclencher, comme ici d'ailleurs, une évaluation environnementale, une évaluation d'impact environnemental et social. Et cette évaluation d'impact environnemental et social, elle suppose de la participation du public à plusieurs étapes. La première étant la définition des termes de référence de l'évaluation d'impact. Donc ça, c'est nouveau parce qu'en 2017, on a refondu la loi sur la qualité de l'environnement au Québec et on a prévu que souvent l'outil qui était l'évaluation d'impact n'était pas toujours efficace parce qu'on avait des évaluations encyclopédiques qui étaient impossibles à lire et à comprendre par les citoyens. Donc on a modifié un petit peu la manière de faire et maintenant les termes de référence des évaluations d'impact sont soumis à consultation publique. Ce qui fait que la directive pour réaliser l'évaluation d'impact va intégrer les recommandations des citoyens. Donc cette évaluation d'impact peut, lorsque c'est pertinent, s'attarder de façon plus importante sur les dimensions risques lorsque c'est, comme je mentionnais, lorsque c'est pertinent. Ensuite, lorsque l'évaluation d'impact est complétée, nous avons donc un bureau qui s'appelle le Bureau d'audience publique sur l'environnement, donc le BAP pour les intimes. Et ce bureau, c'est un peu différent de votre Commission nationale du débat public parce que c'est un bureau qui a le statut, enfin les commissions qui sont nommées par ce bureau ont le statut de commissaire enquêteur. Donc, ce ne sont pas simplement des garants, ce sont aussi des experts qui peuvent recourir à des expertises, qui peuvent proposer leurs analyses et qui, en plus, vont recevoir les commentaires du public. Donc, dans les rapports que le BAP va émettre lorsqu'il doit analyser un projet, donc vous avez toujours la restitution des commentaires et des inquiétudes, des préoccupations du public, mais vous avez aussi l'analyse comme telle qui est faite par les commissaires qui ont été nommés. Et les commissaires peuvent aussi en référer à des experts qui vont être auditionnés ou qui vont simplement être invités à produire des rapports. Donc, cette partie-là, qui est très connue au Québec parce que bon, c'est public, on incite vraiment tout un chacun à venir participer. Il n'y a pas de règles pour exclure des gens. Hein. Vous pouvez, vous êtes résident, non résident, vous êtes citoyen, pas citoyen, vous êtes jeune, moins jeune. Tout le monde est invité à participer. Il y a parfois des enfants même qui viennent faire des commentaires sur des projets. Donc c'est vraiment un grand moment, je dirais, de participation publique. Et donc dans ces rapports du BAP, vous avez toujours un chapitre qui restitue tout ce qui a été mentionné et on voit comment est-ce que les commissaires ont tenu compte des avis publics pour rendre leur avis alors c'est quand même une recommandation, ce n'est pas une décision, donc ça va être une recommandation au gouvernement d'aller de l'avant avec le projet ou pas. Et en parallèle à ce processus public, le ministère de l'Environnement fait de son côté une analyse environnementale qui, pour le coup, est plutôt interne. Et ces deux avis-là se retrouvent sur le bureau du ministre qui va décider s'il autorise ou non le projet. Et dans les décrets d'autorisation, donc, et je m'arrête là pour la partie amont, dans les décrets d'autorisation, très souvent,
on va avoir une série de recommandations qui vont être des conditions du décret. Et de plus en plus, donc depuis longtemps, on suggère de mettre sur pied des comités de suivi. Mais de plus en plus, les décrets d'autorisation vont aller dans le détail pour dire comment devront être composés les comités de suivi, quelle représentativité on souhaite, et parfois même on va aller jusqu'au fonctionnement du comité de suivi. Donc on a relativement progressé, je dirais, sur ces questions-là. C'est évidemment pas enchâssé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce n'est pas enchâssé sur le plan réglementaire, mais ce sont quand même des pratiques qui font leur chemin à travers ce processus d'autorisation. C'est une perspective qui s'inscrit dans le processus, quoi. Donc c'est intéressant à noter. Merci Corinne. Alors à ce stade, avant qu'on passe à la crise proprement dite et à l'implication du public, que ce soit dans pas forcément la gestion, mais dans la manière dont ils vivent et sont impliqués dans cette crise, s'il y a une ou deux questions rapides de la salle. Ou si vous préférez qu'on continue à débattre et qu'on fasse une discussion à la fin, mais si vraiment vous avez une question qui vous brûle, soit pour éclaircir des propos. Et si vous pouvez aussi vous nommer et donner votre... Oui, bien sûr. Bertrand Brulin, donc moi je fais partie de la CFDT, qui est pour les personnes qui sont pas de France, c'est un syndicat représentant les salariés. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. C'est-à-dire que sur la mise en place des comités de suivi de site, déjà je me pose la question, je ne suis pas un spécialiste de ces questions d'un point de vue législatif, mais effectivement l'exemple du Canada, je ne dis pas de bêtises en disant Canada, parce que... ok, merci. Ok, bon alors je prends l'exemple du Québec. C'est inscrit dans la démarche, c'est-à-dire la mise en place de ces comités, l'obligation quelque part. Et moi je me dis, mais par exemple quand l'industriel fait la demande au service de l'État d'autorisation d'exploiter, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inclure dans cette demande la mise en place et les garanties qu'il donne pour que ce comité de suivi de site soit mis en place. Parce que ce qu'on constate aussi, comme vous, j'imagine, c'est qu'il y a bon nombre de comités de suivi de site qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Alors, là-dessus, il y a aussi quelque part, alors on revient peut-être au point de départ, c'est de dire construire des cultures communes et partagées autour d'un sujet qui est l'industriel qui s'installe et qui travaille dans le périmètre. Mais je pense qu'on est plus aujourd'hui, de façon un peu, pour le dire vite, dans ce que moi j'appelle la défense d'intérêts personnels, chacun représentant ses intérêts, quand bien même il fait partie d'une organisation. Et du coup, on a du mal à monter des cultures communes, parce que je pense qu'il y a aussi, quelque chose, alors avec des gros guillemets, quelque chose qui ressemble à une guerre de tranchées, quoi. On est un peu dans ce rapport-là. C'est possible, mais je ne veux pas forcément répondre, peut-être éclairer un petit peu le débat. Je crois que les initiatives qui ont été présentées par Yves Blin permettent un peu d'aller... Ah oui, complètement. D'améliorer cette situation. Je crois qu'il faut qu'on distingue bien les interactions dans une installation sur un site industriel qui préexiste, qui est historique, où les autorisations sont nulles, et puis des nouveaux projets, ce que nous a expliqué Corinne, parce que c'est un petit peu différent maintenant, les enquêtes publiques pour les grands projets d'aménagement ou les grands projets, que ce soit des sites industriels ou des sites qui vont avoir une emprise sur l'environnement et sur le bâti. Il y a des enquêtes publiques donc, qui sont finalement un petit peu, pas complètement, mais proches de la démarche qui a été décrite par Corinne. Par contre, pour un site industriel existant, c'est vrai que les choses sont un petit peu différentes. Et là, il y a une approche, je pense qu'une approche locale, plutôt qu'une approche réglementaire qui vient du haut, a quand même du mérite. Alors, l'approche réglementaire, je ne vais pas monopoliser la parole, mais l'approche réglementaire, elle a à mon sens, ce qui est bénéfique, c'est de forcer d'enclencher le mouvement. Après, effectivement, il doit vivre, et l'exemple que vous avez cité est remarquable dans ce sens-là, puisque les riverains se sont investis dans la discussion et l'appropriation des risques
qui étaient liés à au site qui était à côté d'eux. Donc de ce point de vue-là, voilà. C'est juste pour mettre le pied à l'étrier, parce que les enquêtes publiques, je dirais, et c'est pas un procès d'intention hein, du tout, c'est simplement que le public, il y participe que très rarement. On retrouve beaucoup de collectifs, d'associations, ce genre de choses, et que voilà, quoi, j'ai plutôt le sentiment que le public ne s'intéresse pas à ces sujets. D'ailleurs, la conférence d'aujourd'hui est probablement aussi, on est là aujourd'hui parce que justement ça fonctionne pas, quoi. Yves Blin. Oui, moi je pense en plus qu'il ne faut pas forcément opposer les deux choses. Vous avez raison de dire que la réglementation garantit, et c'est utile qu'elle existe. Hein. Moi je pense que les commissions de suivi de site, par exemple, sont un lieu intéressant d'échange avec l'ensemble des parties prenantes. Je dis simplement que dans un objectif de formation d'une population, de sensibilisation, etc., c'est pas ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Mais il faut faire autre chose si on veut vraiment être dans une logique de sensibilisation du plus grand nombre, quoi. Hein, et on voit bien que le plus grand nombre, c'est le premier cercle de proximité du site qui lui doit être formé de façon approfondie, qui va devoir évacuer en cas de difficulté, etc. C'est le deuxième cercle qui ne sera pas forcément concerné, mais qui va devoir, lui, par contre, prendre des mesures de protection, rester chez lui. Ça peut être, quand on est dans le cadre de Librisol, les personnes ensuite qui sont sur le panache et des messages nationaux. Donc on voit bien qu'on a des niveaux d'implication qui sont différents. C'est pas la peine d'aller, passez-moi l'expression, emmerder le mec qui habite dans la Creuse avec ce qui se passe à la raffinée de Fézin, parce que franchement, ça peut éventuellement l'intéresser, mais enfin, on peut concevoir qu'il ait d'autres centres d'intérêt, quoi. Et excusez-moi, juste pour terminer, je ne fais vraiment pas. Il y a aussi tout ce qui joue autour des industriels. Moi, je travaille dans le secteur pétrochimique, pétrole. Donc, j'ai travaillé chez Total, j'ai travaillé chez Lubrizol, je travaille chez ExxonMobil. Donc, voilà. Les industriels, pas tous, mais pour la plupart. Et j'étais responsable pour la CFDT de la branche chimie, et donc avec France Chimie Nationale. On voit bien qu'il y a ici ou là des réticences assez fortes pour partager aussi, pour assumer quelque part les risques de leur industrie, notamment sur les populations environnantes. Je crois qu'on a un souci. Pourtant, ils ont quand même intérêt à minimiser les risques sur leur installation, à la fois les risques et leurs conséquences. Bien sûr. Donc il y a un intérêt commun, oui. Des riverains, de l'exploitant et bien sûr des élus. Donc on doit forcément travailler ensemble. Oui. Et cacher sa copie, c'est pas toujours très, très productif. Donc c'est comment effectivement instaurer cette dynamique. Je propose, en tout cas merci pour votre intervention. Je propose maintenant, oui, Christian. Peut-être ajouter deux petits mots à ce sujet-là. Peut-être ajouter deux petits mots à ce sujet-là. Donc effectivement, on a parlé d'aménagement du territoire. C'est pas uniquement lorsqu'il y a un nouveau projet. Il faut savoir que effectivement, ce qu'on va faire du territoire qui est autour d'un site industriel, par exemple, est-ce qu'on va autoriser un HLM alors qu'il y a avec des petites habitations, parce qu'on va augmenter la population voisine. Et donc à ce niveau-là, il y a un véritable prise de précaution que les autorités publiques doivent faire, mais où aussi il faut faire participer le public, parce que lorsque vous avez un riverain qui a un terrain à qui on vient expliquer gentiment que son voisin a pu construire il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui c'est plus permis parce qu'on a refait des calculs et que ça se marche. J'ai fait beaucoup de calculs pour la région, voilà, là-dessus je peux vous dire que c'est compliqué. Et effectivement, parce qu'on n'a pas expliqué au départ, on n'a pas fait suffisamment, il n'y a pas eu assez de transparence probablement au départ. Maintenant, la transparence, elle est difficile dans ce domaine-là, parce que c'est pas évident d'expliquer à monsieur lambda de la rue ce type de risque. Et Pierre le signalait, le risque chronique est finalement plus facile quelque part à comprendre, parce qu'il est plus commun. Alors que le risque majeur, il est totalement exceptionnel. Et donc, il y a une difficulté presque intellectuelle à l'appréhender. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la phase de préparation, et on va arriver à la phase de crise, il y a la préparation à la crise aussi. Et dans ce contexte-là, l'information et la communication avec le public qui se fait
qui se fait ou qui se fait moins bien parfois, est important parce que le public, c'est pas au moment de la crise qu'il doit découvrir ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et donc, en Belgique, on a un système qui existe, il doit y avoir des équivalents qui s'appellent le système Bi-Alert, qui était un système où chacun peut s'inscrire de façon à pouvoir être alerté en cas d'accident, mais ça peut être un accident naturel, ça peut être un problème terroriste. En fait, Christian, tu es déjà dans la préparation à la crise et la crise. Donc, oui et non, parce qu'en fait, toute cette démarche d'inscription, etc., elle est totalement préalable. Et effectivement, si on n'a pas fait cet effort de communication et de pédagogie, finalement, on va se trouver en situation de crise très démuni quelquefois. Enfin, en tout cas, le public très démuni. Mais Christian, il y a déjà des expériences et je vais faire part d'une petite expérience. Je trouve que j'ai un petit appartement à la montagne dans la région de Chamonix, qui est une zone sismique. Et il y a eu un exercice il y a peu et tous les habitants, qu'ils soient résidents permanents ou résidents secondaires, ont reçu un SMS de la mairie en disant, en testant en fait le dispositif d'alerte. Oui, c'est comme ça que fonctionne Bi-Alert aussi en Belgique. Donc ça, on en reparlera. On a une dernière question ici. Alors, plus qu'une question, c'est une contribution. Pierre-Emmanuel Brunet, On Respire. Vous parliez donc je rebondis sur ce que dit le syndicaliste, sur l'absence des citoyens, de la présence. Mais malheureusement, nous, on a été un collectif qui s'est monté citoyen uniquement, juste après le 26 septembre. Et à chaque fois qu'on veut participer pour faire améliorer les choses, que ce soit avec la préfecture, avec les industries pétrochimiques, enfin, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de volonté d'avancer. Vous parliez, si en cas d'accident, aujourd'hui, qui dans la salle sait ce qu'il faut faire le jour où il y a une catastrophe industrielle? Honnêtement, si je le fais dans notre quartier, nous on habite à côté à la Luciline, juste en face des sites pétrochimiques, mais on ne savait pas qu'ils étaient là, nous. Le 26 septembre, personne ne savait qu'il fallait couper la Justement, on va en parler. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sur la préparation à la crise et à la gestion et l'information du public sur les conduites à tenir, c'est très très loin. Et quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine sur le fait que ces sites-là peuvent devenir d'autres enjeux et exploités autrement, lors de la rémédiation de Lubrizol, on a demandé, vous voyez, juste une chose: discuter des molécules à suivre, puisqu'on a la signature chimique de l'accident. Est-ce que vous croyez que ça a été possible? Non. Voilà. Donc du coup, les citoyens, au bout d'un moment, c'est difficile pour eux de se connecter encore faut-il les connaître, ces molécules à suivre, parce que quand vous avez un incendie, vous n'êtes pas toujours capable de prévoir ce qui va se passer. Si vous connaissez l'accident de Lubrizol, vous avez la DARS, vous savez, la DARS qui est juste en face, qui a été suivie par le ministère, et ils ont pu établir, justement ils faisaient avant, pendant et après, ils ont pu définir la signature chimique du jour de l'accident. Donc on savait quel type de molécules suivre. Voilà. Merci en tout cas. On y reviendra certainement, peut-être pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais en France, normalement, toutes les mesures qui sont financées, par exemple, sur les deniers publics, doivent être publiques. Donc tout ce qui est chronique de suivi, de surveillance de site, que ce soit avant, pendant ou après un accident, normalement doit être accessible au public. Et de plus en plus, on imagine que le public, je l'ai évoqué tout à l'heure, peut participer. Sur les téléphones portables maintenant, on peut greffer des petits modules qui sont capables de mesurer des concentrations, même relativement basses, en un certain nombre de produits chimiques. Et donc, le citoyen peut être le vecteur de l'information. Et je n'ai pas forcément des exemples récents à vous montrer, mais j'ai vu se monter, notamment quand j'étais à l'INERIS, des projets européens qui visaient à préparer et à créer ce genre de dispositif d'implication individuelle du public dans le monitoring. Et ça commence à se faire dans les villes, sur la circulation, la surveillance de la pollution dans les villes. Les gens peuvent être équipés de capteurs. Ça s'est fait aussi à l'IRSN, je pense que vous devez vous en rappeler. On avait une présentation lors d'une de nos réunions de l'accord à l'IRSN. L'IRSN a produit des petits capteurs individuels de radioactivité qui peuvent être mis à disposition du public. Donc on peut maintenant donner les moyens aux citoyens de contribuer à la surveillance. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. On va passer maintenant, merci en tout cas pour cette intervention, maintenant
parce que le temps tourne, et je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais sur les exercices de crise et les vraies crises, comment est-ce que, selon votre expérience, le public a été impliqué, bien, pas bien, Paolo, par rapport à ce que vous avez pu étudier ou voir en Italie, quel est un petit peu votre retour ? Oui, alors concernant la crise et le cas italien en particulier, je dirais qu'il y a deux choses qui sont intéressantes d'un point de vue de la sociologie, entre autres. Ce sont la communication entre les acteurs institutionnels et la communication et l'information de ces acteurs institutionnels vers le grand public. Alors, la communication des acteurs intéressés par la crise, d'un point de vue institutionnel, est déjà relativement compliquée, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organisations qui sont compétents et compétentes concernant la prévention, mais aussi la gestion de la crise. Et parfois, ces personnes-là, ces organisations, n'arrivent pas complètement très bien à interagir entre elles. Pour vous donner un exemple, concernant toujours le site de Porto Marghera, mais c'est la même chose partout ailleurs en Italie, il y a beaucoup d'acteurs qui sont compétents concernant la gestion de la crise. Et donc, nous avons, et c'est le cas aussi pour la prévention, des acteurs comme la région, l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, le département, c'est-à-dire la province, et la municipalité. Et il y a aussi non seulement la décentralisation, mais des acteurs de la déconcentration comme le préfet. Mais il y a d'autres acteurs qui s'ajoutent. Et dans le cas particulier de Porto Marghera, dans la commune de Venise, il y a par exemple le magistrat aux eaux. Donc s'il y a quelque chose qui concerne des canaux internes dans le site pétrochimique, c'est de compétence de la province de Venise. Mais s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la lagune, là alors c'est la compétence de la magistrature aux eaux, qui existe en Italie depuis 1501, pour être précis, concernant donc la République sérénissime de Venise, et qui est encore en vigueur aujourd'hui, et existe encore aujourd'hui. Tout cela n'a pas une grande visibilité parfois de la part du citoyen. Et cela génère aussi en interne des défauts, des retards de communication. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer ce défaut de communication ? Est-ce que vous avez la connaissance de dispositifs vertueux qui auraient pu être imaginés par nos amis italiens ? Alors, je dirais que l'exemple vertueux qui me vient à l'esprit, c'est celui dont je parlais, c'est-à-dire celui du fumage. Puisqu'il y a des individus, donc des hommes et des femmes, des volontaires, des citoyens, qui ont été inclus dans les procédures d'alerte, de communication à la population. Il s'agit d'un groupe qui a été créé au sein de la protection civile sous l'égide de la municipalité, du département des risques industriels, et qui s'appelle GIPS, qui est l'acronyme de groupe Information, Protection et Sécurité. Sont les vecteurs de l'alerte dans la population? Donc ça va jusqu'à ça ou... Disons qu'il y a le plan d'urgence interne qui concerne donc tout ce qu'il y a à mettre en place concernant la gestion de crise à l'intérieur du périmètre du site industriel. Et il y a ensuite le plan d'urgence externe qui a des compétences du préfet et qui intègre donc les citoyens de la protection civile, ce sont des volontaires en fait qui donnent de leur temps pour faire en amont dans la prévention du porte-à-porte, pour dispenser des brochures d'information aux citoyens, à la population, qui participent aux essais sirènes, donc des exercices 2 fois par an concernant le bon fonctionnement des sirènes, et qui, en cas de crise, peuvent être le relais par rapport à la population de la communication. Les Italiens ont quand même été assez souvent confrontés à des crises, notamment les différents séismes qui sont succédés depuis quelques années en Italie, alors même si parfois il y a eu des drames. La réactivité quand même des dispositifs italiens en cas de crise sismique, elle est reconnue au niveau international. Donc les Italiens savent aussi gérer des crises, alors pas forcément avec une origine d'un accident industriel, mais moi j'ai pu constater la mobilisation des acteurs, que ce soit la protection civile ou les scientifiques, puisque j'étais plutôt de ce côté-là. Donc les Italiens peuvent être aussi des exemples pour être efficaces et réactifs et porter assistance aux populations là où il y en a besoin.
J'avais pu avoir des exemples en tête de choses à suivre de la part des Italiens. Tout à fait. Je pense moi aussi qu'il y a une certaine culture qui s'est développée à force, je dirais, de subir un certain nombre de conséquences assez désastreuses, non seulement concernant le risque industriel, mais aussi de tremblements de terre, et éventuellement d'inondations. Par ailleurs, le site en question dont je fais référence, celui de Porto Marghera, a des enjeux en termes de risque industriel, mais aussi de tremblements de terre, puisque le nord-est de l'Italie est aussi intéressé par... Il n'est pas très loin du Frioul, quoi. Voilà, sans doute. Et soumis à des inondations possibles, en fait, puisque donc, du coup, il y a la lagune et au-delà, la mer Adriatique. Si le MOSE commence à dysfonctionner, s'il y a un tremblement de terre et un site industriel défaillant, le risque NATEC, comme on l'appelle, est particulièrement prégnant sur certains sites. Ce qu'il faut ajouter, c'est les risques naturels et technologiques, où les deux se conjuguent. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que le dispositif en question, toujours pour revenir à mon exemple phare, le CIMAGE, a été créé par des experts de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, qui sont rattachés donc à la région de la Vénétie, qui a financé le projet pour 4 millions d'euros. Le projet était initié en 2001, a été testé en 2006, est opérationnel depuis 2007, et est encore en vigueur aujourd'hui, il est pleinement en fonction. La question qui se pose concernant les citoyens et la communication dans la prévention, dans la crise, etc., c'est que le dispositif est le fruit d'une collaboration entre les experts ingénieurs et chimistes de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, donc secteur public, et les usines du site. Donc en termes de gouvernance, c'est ce que demande aussi en partie l'Union européenne, en fait, d'avoir la gouvernance en multiniveau, mais aussi multisecteur, secteur public et secteur privé. Le fait est que l'Agence régionale pour la protection de l'environnement fait des inspections des installations classées dans le périmètre des usines. Donc c'est un petit peu comme si en France, on avait une politique publique, une action publique territoriale qui est mise en œuvre, conçue, développée, à la fois par les inspecteurs des installations classées, d'un côté, et les inspectés. Donc entre le contrôleur et le contrôlé, il y a une certaine collaboration. D'un point de vue de la gouvernance, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que les interviewés m'ont dit sur place, du côté institutionnel, que ça marche très bien, il n'y a pas de souci, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de gros accidents majeurs, parce que le CIMAGE fonctionne très bien. Mais finalement, d'un point de vue du citoyen, voir cela, voir que la région et en fait les instances de la décentralisation sont assez proches des industries, pose un problème, interpelle en termes de méfiance, comme vous avez dit, et en termes aussi de méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics qui n'assurent pas forcément peut-être leur rôle jusqu'au bout. Il y a un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber qui a parlé de bureaucratie comme étant à la fois la forme la plus efficace et aussi la plus légitime de structuration des sociétés contemporaines occidentales. À part Max Weber et à part la bureaucratie, le binôme efficacité et légitimité est très intéressant. Dans ce cas particulier, on voit qu'il y a certes de l'efficacité, c'est ce qu'on me dit en fait sur le fonctionnement, mais il y a, on va dire, un moins de légitimité, dans le sens que donc, du coup, les citoyens ne sont pas interrogés, ne sont pas inclus, à part donc le groupe des GIPS concernant la mise en œuvre, ce qui pose véritablement des problèmes concernant l'inclusion du public et donc la démocratisation du risque, parce que les choses donc du coup au niveau de l'action publique sont conçues et développées dans ce que le sociologue de l'action publique appellerait des espaces confinés, donc à huis clos, à bas bruit social, avec des instances qui ne sont pas médiatisées et qui finalement ne sont pas portées à l'attention du public. Alors je vous rappelle que tout ça, ce n'est pas uniquement dans la mise en œuvre, parce que finalement dans la mise en œuvre, la gouvernance, on la connaît très bien, entre le secteur public et le secteur privé, il y a plein d'exemples, et en dehors du risque industriel aussi, mais là c'est vraiment dans la conception d'une action publique territoriale et donc d'une politique publique. Et donc du coup qu'il y ait une politique publique conçue, développée par le contrôleur d'un côté
et le contrôlé de l'autre par les inspecteurs et les inspectés peut poser problème en termes notamment de participation des citoyens et de méfiance. Merci Paolo. Christian Delvossal, ton expérience de ces crises et de la manière dont le public plus que s'y prépare. Je pense qu'il faut, on l'a déjà dit, bien comprendre que la gestion de crise, c'est quelque chose de compliqué. Que dans tous les pays, il y a toute une série de niveaux différents qui interviennent. Et bon, si je reprends l'exemple de la Belgique, vous savez peut-être pas, c'est un État fédéral, ça veut dire qu'on a effectivement, quelque part tout en haut, pour faire simple, le ministère de l'Intérieur qui va faire de la gestion nationale, et puis on redescend vers on appelle pas ça des maires, nous, vers les bourgmestres, en passant par les gouverneurs de province. Et donc il y a déjà toutes ces structures-là. Il y a toutes les disciplines qui vont intervenir en gestion de crise, les pompiers, les soins, les disciplines médicales, les policiers, la communication. Donc voilà. Donc bon, c'est un premier élément et mon expérience, parce que j'ai géré un projet européen qui s'est terminé il y a 2 ans, pour essayer de mettre en place effectivement des modèles pour faire des simulations, des exercices de crise, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas évident, on ne conçoit pas un exercice de crise comme ça, il faut vraiment avoir une méthodologie qui permet de le faire, et on s'est rendu compte effectivement que les interactions entre les industriels, les plans d'urgence internes et les pouvoirs publics qui ont d'une façon générale l'externe, c'est pas simple. Mais ce qui m'a aussi frappé, et je reviens sur ce que la directive Seveso impose en termes de communication vers le public, c'est qu'il y a, dans la gestion de l'urgence, il est clairement dit dans la discipline, dans la directive, que le public doit être concerné. Alors, ça veut dire qu'il faut expliquer au public ce que va être la gestion de crise et comment ça se passe. Et c'est là où on a une grosse difficulté, c'est que si on peut imaginer de faire des exercices, même grandeur nature, avec les pouvoirs publics, avec les acteurs de terrain, avec les industriels, c'est difficile de faire ça avec le public. C'est difficile, bon, on a expliqué ici, on va fermer l'autoroute, ok, mais c'est quand même très difficile de dire je vais évacuer le centre de Rouen juste pour faire un exercice. Et donc, il faut, et je n'ai pas de solution, mais il faut vraiment essayer de trouver des moyens qui vont permettre au public de comprendre, sans qu'on le fasse réellement, mais de comprendre comment ça peut se passer. Entre autres, c'est une des possibilités. Les jumeaux numériques, la modélisation en 3D. C'est une des possibilités. Et dans ce contexte-là aussi, donc on est dans le pré et dans le pendant, parce que la préparation à la crise, elle est parfois plus importante que la gestion de la crise elle-même, parce que si c'est bien préparé, ça se gérera facilement. Et donc la gestion de la crise, elle implique effectivement, alors que ce soit une crise de type risque majeur ou que ce soit de risque naturel, parce que ça va être le même genre de démarche, elle implique effectivement l'information de la population en direct et en période de crise. Et là, bon, il y a des systèmes, maintenant on a les réseaux sociaux, on a des systèmes comme BeAlert en Belgique, qui permettent effectivement d'avoir une diffusion de l'information. Encore faut-il que l'information soit reçue et comprise. Et là, il y a là aussi, à mon avis, un manque, je pense que c'est partout, de décollage, entre guillemets, de la population à gérer ce genre de problématiques. Avec une difficulté, et là ça va être intéressant d'avoir le regard de Yves Blin, entre informer le public pendant la crise et éviter d'affoler le public et de générer une panique générale, il y a un chemin qui peut être étroit. Donc c'est parfois difficile. Et là, c'est la responsabilité du préfet. Il y a tout un travail préalable d'analyse des types de dangers pour que l'on puisse effectivement, et là les scientifiques ont un rôle important à jouer, que l'on puisse donner des conseils sur la façon de réagir par rapport à une crise. On ne va pas réagir de la même façon par rapport à une crise qui met en place des risques d'explosion et des risques de toxicité. Bon. Et donc, dans la façon même dont on va informer d'abord les autorités sur ce qu'ils doivent donner comme message, il y a un travail préalable à faire. Et puis ensuite, il y a tout ce travail de communication vers la population, et en particulier, et c'est pas du tout évident, pour éviter les risques de panique et les risques à ce moment-là
d'effets, de mauvais effets de déplacement de population qui empêchent à un moment donné, par exemple, les sauveteurs d'arriver sur les soit lieux. l'assimilation des secours, soit une exposition Voilà. Ou malheureuse de la tout à population qui devrait rester confinée, que ce soit dans les écoles ou sur le lieu de travail. Donc il y a des vraies questions d'organisation. Et donc à ce niveau-là aussi, alors on a fait l'exposition tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui nous disait qu'il faisait de la formation dans les écoles. Je pense qu'il y a au niveau en tout cas des enseignants d'une façon générale qui sont dans des zones où il pourrait y avoir des risques, une espèce d'information et de culture de gestion de crise qui devrait être faite et qui à mon avis n'est pas systématique. J'ai vu, juste en arrivant ici tout à l'heure, les écoles qui sont allés visiter cette petite exposition qui est à côté. Je crois que c'est vraiment une démarche intéressante. Merci Christian. Yves Blin, donc, par rapport à la crise et à la manière dont on s'organise et le rôle et les réactions du public pendant les crises. Je crois que ce qui a été dit est très révélateur, quoi, hein. On a une multiplicité d'interlocuteurs en cas de gestion de crise qui rend les choses complexes, quoi. Il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent, pompiers, préfets, services municipaux, etc. Il faut que tout ça soit coordonné et entraîné à travailler ensemble. C'est là où évidemment le travail de préparation est extrêmement important. Et j'ai moi souvenir d'avoir très souvent fait des exercices de déclenchement du plan communal de secours, juste pour vérifier que tout le monde, que ça fonctionnait. Et ça, pour le coup, ça gêne pas, c'est pas. Mais c'est très important parce que cette coordination-là, elle est essentielle. Il y a une multiplicité d'émetteurs qui rend les messages quand même très compliqués, quoi, hein. J'ai eu, moi, à gérer un incendie de feu de bac à la raffinerie de Feyzin qui s'est produit à 19h53 un samedi soir. Feu de bac, c'était pas gênant, c'était un bac de flotte et sur lequel il y avait un résidu de produit. La foudre tombe, ça enflamme, ça fait des flammes de 15 mètres de haut, ça dure 10 minutes et puis voilà, c'est terminé. Les pompiers savent parfaitement maîtriser ça. Le journal de France 2 ouvre là-dessus. Gigantesque incendie au sud de Lyon, à la raffinerie de Feyzin. J'ai vu débarrouler toute la population à la mairie. Qu'est-ce qui se passe? Des embouteillages gigantesques dans la commune, machin, quoi. Enfin voilà, quoi. Les gens qui s'arrêtaient sur l'autoroute. Donc la maîtrise de la communication, il y a beaucoup d'émetteurs. Rajoutez à cela les réseaux sociaux. Vous y avez fait référence tout à l'heure, sur lesquels, voilà. Et sachant que il faut accepter, c'est difficile à accepter, mais quand il y a un accident, les 10-15 premières minutes, vous avez juste la possibilité de vous taire, parce que vous ne savez pas. Et que le message à envoyer, faut d'abord savoir ce qui se passe. Et pour les hommes de l'art, c'est pas toujours facile, hein. Il y a du gaz toxique. Effectivement, prendre des décisions extrêmement regrettables. Donc, il peut toujours sur un point des décisions des autorités comme ça qu'on comprend pas, mais bon, je me suis fait la remarque, moi, pour l'accident de Lubrizol, quand j'ai vu que le préfet n'avait pas déclenché toutes les sirènes. Très sincèrement, j'ai compris sa décision. Alors, je ne connais pas la situation exacte, précise, hein, donc prendre les choses avec beaucoup de précaution, mais la difficulté, c'est celle que vous annoncez, hein, c'est permettre aux services de secours, d'incendie si c'est le cas, d'être le plus rapidement possible, donc pas jeter les gens dans la rue, quoi. Ils sont chez eux en sécurité. Et ça, souvent, c'est pour la population difficile à comprendre, parce que l'envie de se barrer, elle est forte, quoi. Donc il y a quand même toute une série de contingences contradictoires qui font que la communication est extrêmement compliquée. C'est évidemment important que les communes se dotent des moyens. Je sais que dans la mienne, Yves Blin, est-ce que vous avez l'impression que sur la commune de Feyzin et dans les environs, les riverains ont les gestes réflexes en fonction des typologies d'accidents? Est-ce qu'ils sont suffisamment partagés? On fait en sorte de les sensibiliser régulièrement. Mettez bien sur votre frigo avec le magnète qui va bien, le petit dépliant. Les choses simples. On a un standard automatique d'appel qui permet d'envoyer des messages très ciblés.
à des quartiers différents s'il le faut, etc. Parce que quand on dit communication grand public, par exemple, vous pouvez très bien avoir une zone où il faut que les gens se confinent et pas une autre. À l'échelle d'une grande métropole, vous n'allez pas dire à toute la métropole « confinez-vous » alors qu'il n'y a qu'un quartier qui doit le faire. Donc tout ça, c'est un niveau, je dirais, de subtilité en matière de communication qui fait que vous devez tenir compte des personnes qui sont proches, des personnes qui sont un peu moins proches, des personnes qui sont éloignées, et puis des gens que ça intéresse, qui communiquent de toute façon, qui appellent, Et c'est très lié à la typologie de l'accident. Bien sûr. Qu'on a parfois... On met un certain temps avant de comprendre exactement ce qui a pu se passer, donc de prendre les bonnes mesures. Et on comprend nos concitoyens, moi je suis tout à fait là-dessus, qui s'agacent, dire mais qu'est-ce qui se passe, quoi, dites-nous. On ne peut pas toujours dire tout de suite. Il y a des moments où la prudence impose même. Étant à l'INERIS, je voyais donc plusieurs dizaines de fois par an activer la cellule d'appui aux situations d'urgence. Donc on a une équipe d'ingénieurs spécialistes de la simulation des risques industriels, que ce soit des incendies, des explosions ou de la dispersion de panache, qui sont immédiatement réquisitionnés pour pouvoir produire des réponses rapides, avec des codes de calcul rapides, pour permettre l'aide à la décision. Bien sûr, ce n'est pas l'INERIS ou ces scientifiques qui vont prendre les décisions, c'est le pouvoir public en charge de la gestion de la crise, mais il y a un dispositif qui permet quasiment en temps réel, et donc il y a toujours des gens qui sont d'astreinte, et moi je l'ai été, en temps réel, aider les pouvoirs publics à prendre les bonnes décisions pour la gestion, que ce soit pour les services d'incendie, connaître le type de feu pour pouvoir utiliser les bons moyens d'extinction, limiter les panaches, essayer de connaître le plus en amont possible les différents produits chimiques qui peuvent être émis dans un panache, et c'est pas si simple. Il faut avoir une connaissance préalable de l'ensemble de l'inventaire des produits chimiques qui sont présents sur l'installation, mais aussi du mécanisme de l'incendie. Est-ce qu'il y a de l'oxygène ou pas? Parce que ça peut changer du tout au tout sur les produits qui sont générés. Donc il y a une réaction qui doit être rapide, qui doit être coordonnée, et parfois c'est pas si simple que l'on puisse immédiatement informer des décisions. Et là, c'est la responsabilité des services, que ce soit le SDIS ou le préfet lui-même, qui a vraiment une lourde responsabilité pour que ça fonctionne au mieux. Donc ça peut être amélioré. C'est très difficile d'établir des modèles, parce que les circonstances peuvent être tellement différentes. Faisin, c'est dans la métropole de Lyon, c'est des grandes métropoles, mais on a à Maris, Charlotte, le maire de Céré-la-Rivière, Céré-la-Ronde, 300 habitants, qui a un plan de prévention des risques technologiques parce qu'il a une des réserves stratégiques de France de gaz dans son sous-sol, quelques milliards de mètres cubes. Bon, vous fumez pas, quoi. Qui sont effectivement importantes en ce moment. Vous voyez, c'est des installations en même temps très particulières et dont chacune nécessite d'être considérée en tant que telle dans son environnement, dans son bain, pour pouvoir être... Merci Yves. Corinne, ton témoignage sur notamment la manière dont se sont déroulées les réactions face à des catastrophes industrielles comme la fameuse catastrophe de lac Mégantic, où un train chargé d'hydrocarbures a pris feu, a explosé, donc ça a fait un gigantesque incendie. Comment est-ce que nos amis canadiens ont réagi, et le public, les riverains, comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Mal, tout d'abord, parce que ça a été une énorme catastrophe. Il y a la moitié du centre-ville qui a disparu. La mairesse est devenue une héroïne parce qu'elle a géré la situation vraiment de façon extraordinaire, mais ce n'était pas par expérience, c'était par bon sens, je dirais. Parce que, nous, on a peu d'expérience de catastrophes industrielles quand même au Québec.
Donc, on est beaucoup dans le processus, la procédure, et je dirais que les problèmes qui ont été évoqués de communication, c'est le premier problème, la communication, pas avec le public, c'est tout d'abord la communication entre les intervenants, parce que les intervenants n'ayant pas de raison de se parler une fois par mois, une fois par semaine, une fois par année, n'ont pas nécessairement leur numéro, leur nom, etc. Donc c'est pour ça que les plans d'urgence qui sont obligatoires dans plusieurs industries, en fait, sont surtout des plans de communication interne. Ça ressemble énormément à ça, avec bien sûr un protocole. On commence par ceci, on poursuit avec cela, etc. Donc ça, je dirais, c'est un problème récurrent. Et puis, il faut voir aussi que ce problème de communication, que j'appelle peut-être de façon extensive interne, c'est un problème aussi, je veux dire, déjà l'entreprise qui a sa crise, parfois c'est aussi un problème de communication qu'il y a eu entre différentes fonctions, des suivis qui n'ont pas été faits, etc. Donc on ne peut pas se surprendre d'un discours. Les causes de l'accident peuvent être des causes organisationnelles et humaines. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Donc on ne peut pas se surprendre que la communication ne se passe pas si bien que ça entre les services, alors que déjà à l'interne de l'entreprise, ça s'était moins bien passé. Mais le propos qu'on a ici est en plus sur le citoyen, donc la communication avec le citoyen. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que pour rebondir là, sur cette question de informer versus affoler, il va de soi que si vous n'avez jamais entendu parler de votre entreprise, ça fait 25 ans qu'elle est là et le premier message que vous recevez, c'est qu'il y a une catastrophe, moi je m'affole, je veux dire, bien sûr. Alors que si l'entreprise, elle m'a invité à venir à une foire, la fois d'après, elle m'a invité à soumettre des réflexions, la fois suivante, elle me propose une formation ou une activité avec les enfants, etc. Donc bref, si j'ai une relation avec l'entreprise et que éventuellement l'entreprise me dit, là il y a peut-être un problème, on ne connaît pas encore la gravité, mais on aime autant gérer ça avec vous, je vais être partante. Mais si j'ai jamais entendu parler de l'entreprise et que je sens bien que si elle communique avec moi, c'est parce qu'elle est obligée de le faire, mais qu'en fait elle veut m'en dire le moins possible parce qu'elle a peur de se faire poursuivre, etc., etc., alors je m'affole. Donc le problème que j'ai souvent, c'est qu'on présente les citoyens comme étant les gens qui ne savent pas, il faut leur inculquer une culture du risque. Et moi j'ai envie de dire plutôt aux exploitants, on devrait vous inculquer une culture de la communication citoyenne et de la participation publique. C'est cette culture-là qui manque, d'abord et avant tout. C'est qu'il y a plein d'industriels, ils sont dans leur usine, dans leurs installations, ils ne savent pas parler, ils ne veulent pas déjà. Ensuite, ils ne savent pas parler, c'est-à-dire que quand ils commencent à parler, ils ont plein de jargon, ils ne font pas l'effort de vulgariser, et puis quelque part, ça les rassure parce qu'ils se font moins questionner, puisque le citoyen qui entend parler de la substance X, la substance Y, il ne la connaît pas, il va poser des questions qui ont l'air bêtes, alors qu'en fait, ce sont des questions hyper pertinentes parce que le citoyen, il a un savoir situé, donc il est en mesure de voir quelle implication peut avoir justement telle substance avec les caractéristiques X, Y, Z. Donc moi, ce que je déplore, c'est ça, c'est ce manque de culture citoyenne de la part des industriels qui, en fait, leur serait tout à fait bénéfique parce qu'en instaurant un dialogue, ils pourraient justement bénéficier, comme je mentionnais, du savoir situé qui est extrêmement pertinent en gestion des risques. Et puis, en plus, ils pourraient profiter, comme ça a été mentionné pour le cas en Italie, ils pourraient profiter justement de la participation du public à des dispositifs d'urgence. Et moi, je trouve ça un peu délicat de venir dire aux citoyens, allez, on vous met à profit quand c'est grave, mais on ne vient pas vous questionner pour savoir si ça vous intéresse d'avoir telle installation et telle autre. Donc je trouve aussi que, et ça manque même dans les guides de bonne pratique là, sur la gestion des risques, le fait d'impliquer le citoyen dans l'évaluation du risque, ça me semble nécessaire, ça me semble légitime, et je trouve que ça ne se fait pas vraiment. Et il me semble que juste d'impliquer le citoyen au moment où la crise arrive,
je trouve que c'est un peu bizarre. Quoi. Moi, je trouve que D'où si le l'importance, citoyen... Corinne, de la phase amont, de la phase de préparation qu'on a évoquée, et l'exemple intéressant des comités de riverains qui ont été évoqués par Yves Blin permettent ce travail d'appropriation et d'explication. Oui. Et d'écoute, parce que, comme tu l'as dit, les riverains, la population peut imaginer des scénarios qui ne sont pas forcément dans la tête, que ce soit de l'exploitant ou des pouvoirs publics. Et moi, j'ai pu le constater pas forcément des situations sur des risques du style installation Céveso, mais la construction, la représentation des scénarios par le riverain, par les grands publics, est quelque chose qui apporte en termes de capacité de gestion. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment deux volets. Il y a le volet savoir situer, c'est-à-dire que le savoir du citoyen permet de compléter les modélisations complètement abstraites, donc de les incarner et de les bonifier. Mais il y a aussi tout simplement la légitimité, c'est-à-dire que si vous êtes à risque, c'est quand même la moindre des choses qu'on vous informe et qu'on vous demande si ce risque-là, c'est un risque que vous considérez acceptable ou pas, ou si ce n'est pas acceptable, qu'est-ce que ça vous prendrait comme mesure d'atténuation. Donc ça, je trouve que c'est des choses qui manquent actuellement. La prise en compte du citoyen en amont, d'une part, comme j'ai mentionné, dans l'évaluation du risque, mais aussi dans la conception des dispositifs de gestion de crise, et pas seulement le jour venu où il faut communiquer et « Ah, on a besoin de relais ». Voilà. Merci Corinne. Donc il nous reste à peu près un quart d'heure, donc le temps a passé extrêmement vite. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'élaborer sur le post-crise, mais si l'un d'entre vous quatre a des idées sur, ou des choses importantes à dire sur l'après-crise, une fois qu'il y a eu une crise qui a été bien gérée ou mal gérée, comment entretenir et mobiliser les citoyens pour tirer un retour d'expérience utile de ça. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage sur cette partie-là? Une minute ou deux, Paolo. Oui, d'accord. Alors, je vais être précis et concis et clair. Je pense que la question de la reconstruction, on va dire, du post-crise est une question très complexe. Et il me semble que les institutions en général, en France, mais aussi au niveau international, ont bien intégré la résilience dans leur discours. La résilience qui est la propriété d'abord de certains matériaux, d'absorber un choc et de revenir à la forme originale après avoir été déformé. Je ne suis pas sûr, et je suis même sûr du contraire, que cette question de résilience ait été absorbée de la même manière par les citoyens. Et en fait, les citoyens que j'ai interviewés m'ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas revenir à comment on était avant. Donc on veut la reconstruction, etc., mais on ne veut pas qu'on revienne à la situation précédente de la crise, en fait. Parce que déjà ça, nous allait pas bien, en quelque sorte. Et donc du coup, on ne veut pas une solution qui représenterait de nouveaux problèmes. Et donc du coup, la question pour moi est, il faut faire attention aux citoyens, parce que parfois, ils ne se sentent pas concernés. Parfois, il n'a pas de temps de participer à des instances de concertation et parfois, il n'est pas intéressé par la question de la résilience. Il y a même des citoyens qui vont au-delà de ce refus de la résilience et qui parlent d'effondrement de la société et du collapsus de la société. C'est-à-dire qu'on va vers un déclin inexorable, une crise qui est économique, environnementale, etc. Et donc, du coup, ce n'est pas vraiment la résilience qui fait problème ou qui intéresse, c'est plutôt comment éviter une crise qui a des proportions extrêmement vastes. C'était pas une minute, mais presque. Merci Paolo. Donc, Christian ou Nicolas ou Corinne sur le retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est la manière d'y impliquer la société civile pour soit éviter que ça se reproduise, soit faire en sorte qu'on soit effectivement mieux préparé, que l'organisation évolue, que la communication évolue. Comment est-ce que ça fonctionne ou fonctionne pas?
Oui, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il n'y a pas que le volet optimiste là. Il y a des communautés qui ne se relèvent pas vraiment. Et j'aime bien cette question de résilience, c'est-à-dire qu'on aimerait bien dire, bon, il y a une crise, allez, on apprend de la crise et puis on ressort plus fort. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, il y a des communautés qui sont détruites. Il y a des communautés aussi qui sont fragmentées. Donc nous, par exemple, pour donner un exemple très récent, en ce moment, on a une fonderie, ça fait des années, mais des années, des décennies, devrais-je dire, qu'elle émette de l'arsenic dans l'air. Et les médecins de cet endroit ont envoyé lettre sur lettre sans que presque personne ne bouge. Et là, tout à coup, pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi exactement ce qui a déclenché que tout à coup, on a commencé à les écouter. Il y a un rapport qui a été fait qui a montré qu'il y avait un lien entre le taux de cancer chez les enfants et les émanations de l'usine. Et là, tout à coup, les gens s'inquiètent, etc. Donc, je peux vous assurer qu'on n'est pas dans la résilience. Là, on est dans le comment se fait-il qu'on ne se soit pas réveillé là-dessus, parce que c'est un risque chronique. Là, on n'est même pas dans le risque accidentel. Donc, et ce qui se passe... pourquoi je fais le lien avec cette histoire, c'est qu'en ce moment, loin d'être dans la résilience, il y a une fracture qui est entretenue, je pense, par la manière dont c'est géré, entre les travailleurs qui éventuellement pourraient perdre leur emploi si on ferme l'usine parce que l'usine est incapable de se moderniser pour arrêter d'émettre de l'arsenic, et de l'autre côté, les citoyens qui essaient de dire il faudrait quand même qu'on arrête d'empoisonner nos enfants. Alors qu'il y aurait moyen quand même de présenter les choses autrement, de dire aux travailleurs, c'est pas à vous de faire les frais d'une usine qui a jamais, parce que c'est propriété de Glencore en passant, donc qui a tout à fait les moyens de financer sa modernisation. Donc comment se fait-il qu'on en vienne à mettre dos à dos les citoyens et la santé d'un côté et les emplois de l'autre, sans proposer des mesures de transition? Donc on est loin de la résilience, là on est au contraire dans le collapsus, pour reprendre le terme, et dans la fragmentation. Et je termine là-dessus pour dire qu'on devrait mieux documenter les situations où effectivement les sociétés ne se sont pas relevées, parce que des fois on est dans la pensée magique que toute crise amène nécessairement une belle leçon, on grandit, on est plus fort après, etc. C'est pas toujours le cas. D'où prendre au sérieux les graves crises. Désolée, j'ai débordé. Je suis désolée. Merci Corinne. À moins que Christian ou Yves ait juste une courte intervention, puisqu'on va bientôt laisser la parole à Madame Je vais juste être très court pour dire effectivement que lorsque l'on parle du post-crise, il faut distinguer les crises qui ont un impact court dans le temps et les crises qui vont avoir des impacts à long terme. Les impacts courts dans le temps, on les gère, et je pense qu'on les gère relativement bien. Les impacts longs, qui ont une longue durée dans le temps, on les connaît mal et on les gère mal. Alors on parle ici de pollution, il peut y avoir des accidents industriels qui vont conduire à des pollutions de nappe phréatique. Une nappe phréatique, ça veut dire que peut-être pendant 100 ans, on ne pourra plus pomper l'eau parce qu'elle sera polluée. On n'a absolument actuellement aucun modèle correct qui permet de gérer ce genre de situation. Il y a un vrai travail à faire. Yves Blin. Oui, une petite analyse un peu, on va dire pas très encourageante, mais vous voyez, vallée de la Chimie au sud de Lyon, un accident de la raffinerie de Feyzin en 1966, 20 morts presque, accident du port Édouard Herriot, un gros boil-over terrible. Loi Bachelot, on décide, il y a une dizaine d'années maintenant, de prendre en charge la totalité des travaux, des coûts des travaux chez les riverains pour se protéger contre les risques industriels. Aujourd'hui, il y en a moins de 30% qui les ont réalisés, alors que ça ne leur coûte rien.